irrévérencieux, avec une forme d'élégance, un homme extrêmement beau, attachant, pour cette raison même. Et en retrouvant dans mes archives des photos de lui, j'étais saisi à nouveau par sa présence et son extrême beauté. Et je pense que l'influence qu'il exerçait sur les gens qu'il croisait était liée à ce caractère particulier de sa personne et de la manière qu'il avait au fond de séduire ses interlocuteurs. Alors, la première image, je sais pas comment ça marche. Ah, pardon. On peut retourner en arrière. Ça marche en arrière, voilà. Il avait participé en mai 68, il avait été étudiant à l'école des arts décoratifs. Parce que si Michel Corajou était paysagiste, il a été formé à l'école des arts décoratifs, aux côtés de gens aussi différents que Jean-Paul Goude, Jérôme Savary, connu pour son action pour le théâtre, ou d'autres personnes encore tellement différentes les unes des autres. Et en 1968, il avait fait cette affiche retournant à l'école des arts décoratifs, refusant à la fois les bidonvilles et les villes bidons. Alors je ne sais pas si ça fait écho à la conversation qui vient de se tenir. Et cette conférence qu'il avait menée à la mutualité avait fait une sorte de bide, parce que en arrivant sur scène avec Jacques Simon, qu'il avait initié au paysage, Jacques Simon avait laissé tomber les diapositives sur le sol et ils ont projeté toutes les diapositives qu'ils avaient prévu de projeter dans le plus grand désordre. Et les 1789 sièges de la salle de la mutualité ont claqué les uns après les autres, et quand ils ont fini leur exposé, ils se sont retrouvés face à une salle totalement vide. Et Michel gardait de cette expérience une sorte de souvenir un peu ironique et amusé, et j'aimais bien cette façon qu'il avait de se tourner lui-même parfois en dérision. Ça, c'est le souvenir que j'ai de Michel quand il enseignait en 1971 à l'école du paysage, qui s'appelait à l'époque la section de l'art des jardins de l'école d'horticulture, qui avait été fondée par le général de Gaulle en 1946 pour reconstruire la France au lendemain de la guerre. Et là, sur cette scène, qui était une des premières séances de correction d'atelier, on voit les étudiants un peu inattentifs, et dans l'embrasure de la porte, un jeune homme qui s'appelle Bertrand Lavier et qui regarde la scène d'un air amusé. Et Bertrand Lavier, qui était un élève de cette école, est devenu ensuite un des artistes contemporains majeurs, et il disait que c'était dans cette école qu'il avait appris à regarder. Nous étions placés sous la protection de Lacintini, Jean-Baptiste Lacintini, créateur du potager du roi, et cette dimension agricole, horticole et maraîchère de notre environnement nous inspirait très fortement. Et je crois que le décalage qu'il y avait entre l'enseignement de Michel Corajou et le cadre à l'intérieur duquel il se trouvait n'était pas, n'était pas si vif que cela. Et je crois que profondément, Michel était attaché à cette idée de la campagne, de la culture des champs et de ce qui se jouait sur ce théâtre d'agriculture de Versailles, et cette idée du jardin d'essai, qui était en même temps un lieu d'apprentissage et qui a beaucoup influencé, je crois, la perception de Michel Corajou et la manière dont il a structuré son enseignement
autour de la question des formes cultivées du paysage à partir du potager du roi et singulièrement à partir de l'idée que le potager du roi était une tentative de maîtriser le climat, l'acclimatation des plantes, une sorte de lieu où le climat était maîtrisé, et les études qu'il a fait ultérieurement sur le mur à pêche de Montreuil et la fascination qu'exerçait sur lui le paysage de Thomery et des vergers de Thomery n'est pas démenti par le lieu depuis lequel il enseignait. On le voit ici à Grenoble dans un film qu'a tourné Éric Romer sur la fondation des Villeneuve, et Éric Romer, qui était passionné par l'architecture, a filmé Michel, et on voit dans ce film tout à fait intéressant, ce reportage, on voit Michel Corajou comme un jeune homme en colère, mais qui, à l'époque où se construit la Villeneuve de Grenoble, parmi tous les autres auteurs de cette Villeneuve et acteurs de cette Villeneuve, a déjà, au moment même où les travaux étaient en train de s'achever, une vision critique sur ce qu'ils étaient en train de faire, notamment sur la dimension de la possibilité de l'intervention des gens pour transformer leur propre environnement. Et vous voyez Michel Corajou, Claire Corajou et Jacques Coulon en grande discussion sur le chantier, parlant de tout, et faisant de la formation au paysage une relation avec le monde contemporain. Je garde un souvenir très vif de ces excursions à Grenoble où nous parlions vraiment sur le lieu des sujets qui préoccupaient le pays, et en le regardant se transformer sur les lieux mêmes de sa transformation. Et cette image que j'avais prise dans ce voyage montre Michel Corajou accompagné de Vincent Sabatier, qui était son collaborateur au sein de l'atelier qu'il partageait avec Henri Siriani et Bora Huidobro à l'AUA, devant l'immense chantier de transformation de la Villeneuve pour créer ce qui allait devenir le parc de la Villeneuve. Et on peut avoir, et Michel n'était pas le dernier à avoir un regard critique sur son travail sur la Villeneuve, mais quand on voit l'étendue, enfin la situation telle qu'elle se présentait à lui, on comprend qu'il avait dû vaincre l'aridité finalement de ce quartier pour créer à partir de là un paysage. Et quand on revient quelques années plus tard avec cette photo qui avait été publiée dans les journaux et qui est liée à son parcours avec Gérard Dufresne, on voit comment il avait réussi finalement cette transformation du chantier de la Villeneuve en un parc qui est sans doute la partie la moins contestable de ce quartier. Et c'est intéressant de voir comment ce paysage qui a été constitué a posteriori de la Villeneuve est sans doute aujourd'hui l'héritage le plus intéressant finalement de toute cette construction. J'avais saisi lors de ces visites ce portrait qui représente Michel et Claire Corajou pris dans le rétroviseur de leur voiture, qui était une Volkswagen orange. Il roulait décapoté comme ça, traversant les quartiers et la France. Et j'ai toujours pensé que l'un et l'autre étaient comme des personnages d'une sorte de road movie, ou aussi quelque chose qui pouvait nous faire penser au film d'Antonioni, enfin quelque chose de la déambulation comme ça dans le territoire, et de la déambulation dans le territoire comme un apprentissage et comme une découverte de ce pays en train de se transformer. Nous sommes ici en 1974 et je garde un souvenir extrêmement vif de ce moment. Et juste à la suite de ça, nous étions partis avec l'école du paysage de Versailles, sous la conduite de Michel Corajou, visiter l'Espagne.
Et on voit ici Michel Corajou, Claire Corajou, et un jeune homme qui est devenu un paysagiste tout à fait important, qui s'appelle Alain Marguerie et qui ressemble plutôt à un personnage qui ressemble un peu à Art Garfunkel, de Simon Garfunkel. Mais voilà, on est vraiment dans cette ambiance où on part à la découverte des paysages, sans programme fixé, et où véritablement c'est le monde tel qu'il se présente qui est le sujet qui s'offre à nous comme jeunes paysagistes, découvrant l'état du monde comme étant le sujet à partir duquel il fallait travailler. Et découvrant, alors on prend des photos. On voit ici un paysagiste qui s'appelle Pierre Viat, Michel Corajou et moi-même, regardant le photographe, partant à la découverte comme ça de ces paysages agraires espagnols, d'une époque où l'Espagne était encore dirigée par le général Franco et se secouait et commençait à sortir de cette longue léthargie. Et on était dans le Pays basque espagnol, ici, et on regardait et on photographiait le paysage de la campagne. Michel Corajou avait été énormément marqué par un numéro d'une revue italienne qui s'appelait Edilizia Moderne, et avec un article notamment de Gregotti, de Vittorio Gregotti, qui parlait du choc de la géographie et de la géométrie. Et quand on regardait ces campagnes et ce paysage des champs et du travail des champs, on y voyait des sources d'inspiration pour notre travail de paysage, et on admirait et on photographiait ces étendues cultivées du centre de l'Espagne, ces rapports entre les bois et les champs, ces alignements d'oliviers qui se bouleversaient en quelque sorte par le relief, ces transhumances et la présence des animaux, la géométrie des champs et la régularité de cette géométrie, et puis l'apparition petit à petit dans ce paysage rural, l'émergence d'une construction, comme l'émergence de la construction de la ville, comme si la campagne se préparait à la proximité de la ville. Et on voyait dans cette observation du paysage, au fond, une préparation à comprendre les enjeux de la ville. Et vous voyez qu'ici, ce rapport très net entre la campagne cultivée et la ville montre à quel point les formes urbaines se sont inspirées d'une certaine façon, ont gardé en elles les traces de la campagne. Et tout à l'heure, on évoquait le travail de Michel Corajou sur Codéran, et je pensais, en écoutant ce que les uns et les autres en disaient, qu'il avait sans doute en souvenir cette idée que les campagnes, les villes sont belles au fond des restes de campagne qui demeurent en elles, et de cette articulation sans cesse entre une chose et l'autre. Et vous voyez cette image où l'on voit cette limite assez nette comme ça, juste au moment où la campagne et la ville, où le paysage et la ville se touchent, c'est des choses qui nous intéressaient au plus haut point et que l'on poursuivait. Et à l'intérieur des villages du Pays basque espagnol, on décelait dans les traitements ici de cette petite commune de Ventrosa les signes d'une simplicité dans le traitement des espaces publics, d'un raffinement du détail et en même temps d'un goût pour les choses élémentaires qui ont accompagné, je crois, son parcours de paysagiste, d'architecte des villes, d'urbaniste. Et alors, on était fasciné par tout ce que nous découvrions. Et on avait travaillé dans ces circonstances à Saint-Étienne. Et il fallait qu'on puisse se passionner pour les choses. Et on avait découvert quelques jardins avec des haies taillées qui nous semblaient tout à fait extraordinaires, parce qu'il fallait absolument qu'on trouve de l'intérêt à ce que nous découvrions. Et j'avais appelé une de mes amies photographes qui était venue tout spécialement de New York pour découvrir ces merveilles de jardin
qui avait été un peu déçu, ne comprenant pas très bien notre enthousiasme, et qui avait fixé sur ce cliché une photographie représentant Michel, Claire et moi dans les arcades un peu kitsch de ce paysage de centre-ville de Saint-Étienne. Mais on gardait je me souviens de cette idée de la découverte des lieux et de la passion qui accompagnait la découverte des lieux comme une chose vraiment essentielle, quoi. L'idée de pouvoir s'investir dans ce qu'on voyait et dans ce qu'on découvrait. Et nous étions l'un et l'autre passionnés par la photographie. Et à l'époque, il y avait ces appareils qui semblent d'une autre époque aujourd'hui, qui étaient les Polaroid SX70. Ça revient à la mode. Et on échangeait à partir de ces photos des sortes de correspondances comme ça à partir du SX70. Et voilà un petit mot que Claire et Michel m'avaient envoyé du Burundi avec cette photo qu'ils avaient pris de leur chambre d'hôtel, constatant que la géométrie était relativement absente de ces paysages. Michel, quand il est venu à Paris, était un jeune homme passionné de littérature. Et il avait choisi de s'installer sur la place du Panthéon, à l'Hôtel des Grands Hommes, sur les traces d'André Breton et du héros de ce roman qui s'appelle Nadja. Et il devait voir depuis sa fenêtre, voilà l'Hôtel des Grands Hommes tel qu'il est photographié dans cette sorte de roman poétique d'André Breton. Et il faut comprendre au fond cette fascination de Michel Corajou pour la littérature et pour la poésie, pour comprendre au fond son rapport très singulier, parce que c'est une chose dont il parlait peu, mais qu'il habitait fondamentalement. Et je crois que cette idée du récit, c'est-à-dire sa faculté à transformer une situation en un récit qui déjà, simplement en l'évoquant, transformait la réalité, est quelque chose de tout à fait particulier. Et là, j'avais saisi Michel Corajou dans un rapport avec la nature, allumant un feu dans la propriété, le refuge qui s'appelle l'Ermitage, qu'il partageait avec Claire, près de la forêt de Tronchet, dans le centre de la France. Et il m'avait écrit un petit mot, citant un poème de Blaise Cendrars, me disant « Jamais tu ne devineras de qui sont ces lignes ». Et il avait transformé, au fond, ce poème pour dire toute la difficulté qu'il éprouvait à atteindre dans son œuvre l'idéal de nature, au fond, c'est-à-dire tout ce qui, dans l'expression même de la nature, échappait même à la possibilité de le concevoir et qui dépassait de loin l'œuvre. Et comment il aurait pu atteindre, au fond, cette relation avec la chose naturelle. Ce qu'il avait fondamentalement transformé, je crois, c'est enseignant à Versailles, arrivant dans l'école de Versailles comme designer, au fond sortant de l'école des arts décoratifs, il avait été formé au paysage en l'enseignant. Et petit à petit, l'environnement dans lequel il était, c'est-à-dire le parc de Versailles lui-même, était devenu un sujet. Et ils avaient fait avec Jacques Coulon et Marie-Hélène Lose une étude tout à fait remarquable sur Versailles et la lecture du jardin, montrant le caractère tout à fait, la géométrie particulière du travail de Lenôtre et la permanence de ce travail, cette idée d'une symétrie contrariée en fait et d'une très grande diversité dans les tracés, qui est toute une étude qu'on a le projet de rééditer, tant elle est intéressante et novatrice. Michel avait dit « Le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent », titre d'un recueil de ses textes tout à fait admirable, publié par Actes Sud. Et effectivement, quand on voit le parc du Saussay et les prémices du parc du Saussay, on voit à quel point cette idée, cette image, prend réalité dans le projet naissant. On voit les premiers dessins de la maîtrise de ce grand territoire de la Seine-Saint-Denis, où effectivement le paysage devient une sorte de monument à l'échelle de la ville, et où la difficulté qu'exprimait à l'instant Michel Desvignes de vaincre l'aridité
des grandes agglomérations, a trouvé là un exemple tout à fait probant, avec ce qui avait été à l'époque la couverture de l'architecture d'aujourd'hui, les premiers piquets qui marquaient l'implantation forestière sur le parc du Saussay, avec le sol du parc du Saussay resté intouché. Et voilà l'image de ce parc. Et puis, cette couverture de la revue Le Visiteur, où Sébastien Marot avait écrit ce texte fameux qui s'appelle L'alternative du paysage, et qui décrivait justement la tentative de Michel Corajou et d'un certain nombre de paysagistes comme une manière de déplacer la question de l'architecture et de l'urbanisme. On avait participé à des discussions avec Michel Desvignes, Michel Corajou et moi-même, Gilles Clément, dans l'architecture d'aujourd'hui. Et puis je me souviens tout particulièrement d'un voyage que nous avions fait tous les deux au Japon, où découvrant les jardins, les parcs de Kyoto notamment, on avait pensé, et Michel pensait, que c'était tout à la fois une leçon d'architecture, une leçon de jardin, une leçon d'urbanisme. Et je l'observais visitant ces jardins, attentif à tous les détails, voilà, une sorte de visiteur passionné. Et je garde de Michel le souvenir de cette attention très particulière qu'il portait aux choses, de cette capacité à fixer son regard, à déambuler, à se souvenir. Et quand il a reçu le Grand Prix d'urbanisme, je me suis souvenu de cette histoire. Et je me suis aussi souvenu de cette histoire lorsque, quelques années plus tard, et publiant un livre de contribution qui a été publié, que nous avons publié, qui est un portrait de Michel Corajou, nous avions retrouvé ce dessin, qui est le premier dessin qu'il a fait sur les quais. C'est un petit croquis qui montre un arbre, un homme à l'abri de cet arbre, à l'ombre de l'arbre, avec son chien qui se tient devant lui. Et cette image est l'image qui, tout au début, parle, je crois, de la première conversation que vous aviez eue, Alain Juppé et Michel Corajou, sur l'idée du confort. Et je crois qu'il vous avait dit, la beauté est déjà là, il faut d'une certaine façon la révéler et la rendre confortable. Et je crois que vous entreteniez avec Michel Corajou une relation tout à fait particulière qui s'est vraiment fondée autour de ce projet des quais. Et on comprend que ce qui est advenu est le fruit de cette conversation, de ces échanges que vous aviez commencé à avoir, et que de ce premier dessin est née cette possibilité de se tenir autrement au bord de la Garonne et avec cette sorte de mirage du miroir d'eau qui a totalement transformé même le comportement de chacun dans la ville. Michel est quelqu'un pour qui la différence entre l'intime et le public n'existait pas. C'est quelqu'un qui se livrait très directement, comme ça, et parlait sans différence, finalement, de ses pensées les plus secrètes, et en même temps les mettait sur l'espace public. Et ce que je trouve admirable quand on se rend sur le miroir d'eau, c'est qu'au fond, chacun est au centre d'une métropole, dans son lieu sans doute le plus prestigieux, et chacun y retrouve une part de son intimité qui peut se présenter publiquement sans être indécente jamais, en restant toujours public et en faisant vivre comme ça cette sorte de proximité entre les gens, entre les différences de ceux qui habitent la grande ville et qui se trouvent d'une certaine façon réunis en ce lieu. Et je crois que c'est au-delà même des photos qu'on peut en faire, c'est ce sentiment qui ressort de cela qu'il faut porter au crédit de Michel Corajou. Parfois on pense que c'est un peu par hasard cette histoire du miroir d'eau. Et quand on le regarde bien, et quand on pense à ce qui a été l'itinéraire de Michel Corajou, ses obsessions, ses attentions, on se dit que le miroir est tout cela à la fois. Alors, quand Michel nous a quittés,
nous avons eu l'idée de créer un atelier dans l'école de Versailles, là où il s'était consacré pendant plus de 35 ans à l'enseignement du paysage en France, pour que sa mémoire soit conservée dans ses livres, ses bibliothèques, les dossiers. Et quand on a apporté avec Claire tout ce qui était dans l'atelier de la rue Ballard à Versailles, il y avait une sorte d'émotion s'est emparée de nous parce qu'on s'est rendu compte que c'était à la fois beaucoup et très peu. C'était des dossiers de papier, c'était des boîtes de crayons de couleur, c'était quelques machines à calculer, des tables et des tréteaux. Finalement, un dispositif assez simple au service d'un projet immense qui était celui que Michel et Claire et toute son équipe avaient entrepris. Et quand on a célébré la mémoire de Michel dans le parc du Saussay, à l'été, on a déplié comme ça le long ruban du livre que nous avions préparé à ce moment-là, et qui est une sorte de grand Leporello, comme du nom du personnage de Don Juan, où chacun, au fond, apportait sa contribution aux souvenirs qu'il avait, à l'expérience qu'il avait, aux échanges qu'il avait eus avec Michel. Et c'était tout à fait à l'image, au fond, de ce qu'est Michel Corajou, c'est-à-dire quelqu'un de vivant parmi nous. Et c'est cette image que je voudrais garder de lui, au seuil des projets qu'il a accomplis, et en se souvenant de lui comme quelqu'un de passionné, discutant à l'infini dans les cafés parisiens. Au fond, Michel tel qu'il est aujourd'hui, vivant parmi nous. Voilà. Merci Alexandre Chemetov. Je vais vous poser une question. Claire Corajou, bien sûr, vous connaissez tous ces documents et photos par cœur, évidemment, et puis ces situations. C'était le récit de Michel Corajou par Alexandre Chemetov. Vous auriez rajouté quoi, vous Oui, normalement ça marche, allez-y. J'ai rien à rajouter parce qu'il y aurait quand même une extrême impudeur de ma part si je voulais, en tant que femme, en tant qu'épouse de Michel Corajou, en faire l'éloge. Et je pense que c'est plutôt ces projets qui expriment le mieux toutes ces qualités. Et puis ce que vient de dire Alexandre, c'est-à-dire ce que pensent ses amis de Michel Corajou. Alors, un de ses amis est à votre droite, Michel Lévigne. Qu'est-ce que vous apporteriez, vous, au récit qu'a fait Alexandre ? Non, moi, je vous propose, mais c'était une demi-bonne idée compte tenu de ma voix aujourd'hui, de lire un texte extrait de ce livre qu'Alexandre a montré. Moi, je trouve que c'est une écriture fulgurante que j'ai envie d'essayer de vous faire partager. Ça dure 5 minutes. Alors, désolé pour la difficulté d'élocution. Je regardais dernièrement à la télévision les images du paysage de Saturne. Images détruites, triturées par le code, puis recomposées par le balayage d'un petit nombre de points. Images réduites à leur plus simple expression, et cependant celles d'un monde nouveau, ouvert aux investigations et au savoir. Et je pensais que l'image télévisée, parce qu'elle fait l'économie du débordement des choses, parce qu'elle les retransmet approximativement, contribue à transformer notre perception des paysages. Tout y est mis à plat et se donne à la première lecture sans exploration possible. Les choses y ont cette espèce de dureté qui encombre la perception. Elles résistent à tout effort d'accommodement en ne reculant plus sous la poussée du regard. Les images déréalisent le monde et s'y substituent progressivement. Or, les paysages contemporains s'organisent sur le mode de l'image et du message. Ils sont univoques. Les éléments qui les constituent n'ayant pas d'ancrage dans l'épaisseur concrète du site, ne s'additionnent plus dans l'espace, mais s'opposent au vide dans le tumulte de leur dissonance. Voilà ce qui me paraît nouveau. Les paysages contemporains entrent avec difficulté dans mon champ de perception, comme si je ne possédais pas en moi le montage type qui me permet d'articuler et d'assumer ma perception. Je dois prolonger mon corps de toutes sortes de prothèses. Les grandes plaines céréalières des États-Unis composent un paysage dont le sens n'apparaît qu'en avion.
À hauteur du corps, rien ne se distingue sinon la monotonie. En possédant lui-même un avion, le paysan a modifié profondément son sens de la territorialité. Au moment même où l'on s'absente du paysage, on assiste à une véritable frénésie sportive pour la conquête des espaces de nature encore vierges, comme s'il fallait en finir et étendre notre juridiction sur la planète entière. Or, il est étonnant de voir le sportif conjurer la promiscuité du corps à corps avec le paysage en se couvrant de carapaces et d'instruments de plus en plus sophistiqués. Face à cette nouvelle manière d'être au monde, je pense que la nostalgie ne nous laissera qu'un court répit. En tant que paysagiste, il me faut absolument aiguiser mon acuité, prolonger ma perception pour comprendre et intégrer la dimension nouvelle des paysages. En effet, je pose l'hypothèse que notre désaccord avec le monde contemporain, qui en pulvérise la perception, que c'est notre désaccord qui en pulvérise la perception. Il n'y aura pas de crise de l'environnement, mais une crise de notre position par rapport à lui. Ce ne seraient pas les paysages qui se désagrégeraient, mais notre désir d'y être inclus, d'être de ce monde. Le système social qui trame les paysages de notre temps est ressenti comme inadmissible, et s'il ne semble pas possible d'échapper au caractère ostensible de ces constructions, on peut fort bien se refuser à voir, c'est-à-dire à laisser se constituer en nous la parution d'ensemble, le panorama du monde actuel, qui nous engagerait à prendre violemment position. Il suffit, en effet, de tenir notre regard en dessous du seuil de la perception, de voir certes les choses qui s'y entassent, mais de le priver d'une certaine réalité en refusant de voir les rapports qui les lient et les articulent en un milieu cohérent. Pour éviter que cette réalité opère et se réalise en nous, qu'elle y fasse émergence, nous préférerions la disloquer, rompre et perdre le fil des choses qui la tissent. Il y aurait donc dans la critique actuelle du modernisme plus d'évitement que de dépassement. En faisant perdre du sens au paysage actuel, la tentation est grande de chercher la réalité sous des formes plus reconnues. Mais c'est tout intervertir que de vouloir dissoudre les effets de la crise urbaine ou rurale en l'affublant d'une forme antérieure, en renouant avec je ne sais quelle tradition formelle. C'est faire de l'histoire l'instrument qui dissimule la nôtre, nous extrate de notre temps et nous engage à des luttes surannées. En tant que paysagiste, concepteur, je n'établis jamais vraiment de rapport direct entre les idées que j'ai du monde et ma pratique du projet. Non que j'imagine qu'il n'y en ait pas, mais je considère le projet, l'acte créatif, comme une dynamique qui a ses propres systèmes de référence et d'émergence. Ce qui ne place pas le créateur dans les meilleures conditions pour qu'il situe lui-même ses œuvres dans l'ordre des systèmes de représentation de la réalité. Il me semble qu'aujourd'hui, trop de créateurs pensent qu'il suffit de transposer leurs réflexions en système formel, c'est-à-dire d'illustrer leurs pensées par des correspondances terme à terme, ce qui donne à leur projet plus de désuétude que d'efficience. La transsubstantiation du concept en forme, l'œuvre, implique le transit par ce lieu d'alchimie qu'est le corps. En imaginant le concept comme un ciel et la forme comme la terre, on sent bien que leur coïncidence s'enracine dans la pénombre. Merci Michel. Bien, écoutez, on va pas être plus bavard, je pense que c'est pas nécessaire. En revanche, ce qui sera important, c'est d'accomplir un acte symbolique maintenant. Je vous invite tous à vous diriger vers l'entrée du hangar 14 au bout pour assister à l'inauguration de la promenade Michel Corajou, ce qui va être une inscription dans la durée mais de son travail, de sa mémoire et des sentiments que tous nous pouvions avoir pour lui. Voilà, merci à tous.